j'ai un reporting qui tombe de chacune de mes activités. Ok. Et comment concrètement tu as mis en place ces systèmes au début? Au début, tu étais pratiquement tout seul? Bien sûr, au début, j'ai fait tout seul. Donc forcément, quand tu fais tout seul, tu comprends comment ça marche. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il faut faire. Donc tu peux le rédiger. Mais maintenant, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que même quand je ne sais pas ce qu'il faut faire, ça c'est important de préciser ça, mais même quand je ne sais pas ce qu'il faut faire, je recrute des gens et je les pousse à écrire. Ça c'est pas, j'ai recruté quelqu'un récemment, je lui ai dit ça. Il faut que tu nous fasses une procédure. On lui a monté les modèles dans l'entreprise. Il faut que tu nous fasses une procédure pour pouvoir décrire ton activité. Pour qu'on sache comment tu le fais. Je vais aller très loin. Même dans le montage vidéo chez nous, on a des procédures. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte simplement qu'au bout d'un certain temps, on avait des erreurs qui apparaissaient dans les vidéos. Ok. Tel mot qui n'est pas bien écrit, le nom de telle personne qui n'est pas bien écrit. C'est des petits couacs. Mais tu sais, les gens sont tellement, ils peuvent voir une vidéo de 1 heure de temps. Si dans la vidéo d'1 heure de temps, il y a une faute, à la 47e minute, c'est ça que je vais te mettre dans les commentaires. Il va rien dire tout ce qui était bien. Il va juste te pointer ça. Et donc, comment on fait pour que ça ne se reproduise plus? Il faut qu'on soit carré. Qu'on soit beaucoup plus, qu'on ait un système de contrôle, comment est-ce qu'on monte une vidéo, comment derrière on valide une vidéo, comment on la met en ligne, ainsi de suite. Et donc c'est tout ça qui t'amène vers l'excellence. Dans tous les domaines, aujourd'hui on essaye de travailler de cette manière-là. C'est pas toujours évident quand tu fais ça avec des gens qui n'ont pas l'habitude et la culture pour le faire, mais je sais que c'est le chemin du succès. Et avec ton expérience, quelles sont les erreurs à ne pas commettre justement dans cette création de système-là? Comment est-ce que on va tout de suite vers des bons systèmes qui fonctionnent? Pour nous faire gagner un peu de temps sur la conception. Il faut pas le faire seul, justement. Okay. C'est ça le problème, c'est que quand tu fais, il faut systématiser le travail avec les gens qui le font. Yeah. L'un des gros pièges qu'on fait, c'est de faire ça tout seul dans son bureau. Alors moi, certaines procédures, je les ai initiées tout seul dans mon bureau. D'accord. Pour qu'on ait de la matière pour pouvoir discuter. Mais après, j'appelle tous les intervenants du process, on s'assoit et voilà. Comment on fait tel truc? Ok. Par exemple, parce que nous, on a quand même des enjeux que la plupart des boîtes n'ont pas. C'est-à-dire qu'on est entre deux continents. Par exemple, la location de voiture. La plupart de mes clients viennent de la diaspora. Donc, ça entraîne un certain nombre de problèmes que les gens ne voient pas. Quelqu'un de la diaspora, on met un numéro de téléphone, il appelle. Il veut réserver une voiture. Mais comment il fait pour payer? Comment il fait pour... Je veux dire, il y a un certain nombre de choses que les gens ne se posent pas du tout. Oui. Mais qui nous sont très présents dans notre quotidien. Si on dit qu'il va payer quand il est sur place, eh ben, qu'est-ce qu'on fait s'il annule? Or, on a refusé plusieurs réservations parce qu'on avait bloqué la voiture pour lui. Donc, il y a un certain nombre de questions comme ça où tu ne peux pas te deviner tout seul. Il faut que tu testes. Et puis, on a surtout appris avec l'expérience. On a des clients hyper malhonnêtes qui sont venus et qui ont fait des choses. Oui, bien sûr, je peux le dire. Moi, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Et derrière, on s'est rendu compte qu'ok, il a pu faire ça parce qu'il y avait une faille ici. Ok. Parce qu'on n'avait pas mis telle chose pour barricader. On ferme. D'accord. Au fur et à mesure. Donc, c'est même le process, c'est quelque chose qui est vivant. On n'écrit pas une procédure, on se retourne et on se dit non, c'est mort. Donc ça, c'est un deuxième point. La première chose, c'est que tu ne le fais pas seul. La deuxième chose, c'est que tu fais vivre, tu animes tes process pour les rendre toujours plus performants, toujours plus agiles, parce que ton business aussi évolue. Le business n'est pas le même ad vitam aeternam. Tu as toujours des choses qui évoluent dans un business. Et il faut qu'en face, la manière de travailler, d'opérer soit elle-même ajustable avec les réalités. Et puis un troisième truc que je pense qui est très important quand on veut se structurer comme ça, c'est de toujours avoir un process normal et un process accéléré. Eh bien, dans cette vidéo, vous êtes en train de découvrir comment Eh bien, dans cette vidéo, vous observez effectivement que l'ingénieur Philippe Simon nous explique. Même un procès est vivant. Ça veut dire que même une procédure doit avoir ce qu'on appelle une condition vivante. Elle ne doit pas être carrée. OK? Donc, au vu de ce que nous pouvons comprendre, c'est que même la matière a besoin de vivre. Même la matière immobile a besoin de vivre. Suivez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre l'une des choses qui ont permis à Philippe Simon de devenir l'homme entrepreneur qu'il est aujourd'hui. Let's continue the video.
Bébé, il a besoin d'une voiture tout de suite, c'est hyper urgent. On n'a pas le temps de faire valider tel truc, de faire signer tel document. Il nous faut un plan B qu'on utilise dans ces cas-là et qui permet de satisfaire le client et d'assurer un minimum de professionnalisme et de traçabilité chez nous. Parce que quand on dit qu'une boîte a des valeurs, beaucoup de gens prennent souvent ces choses-là à la légère, mais comment on fait transparaître la convivialité dans une boîte? On dit juste quelqu'un de, pour moi, la générosité c'est important. Comment on traduit la générosité dans ton entreprise? Quand on dit que pour nous l'excellence c'est important, mais comment on traduit cette valeur d'excellence dans ton entreprise? Dans le comportement, c'est ça. dans le c'est quand tu as donc cet exercice avec tes gars de comment on fait telle chose que vous avez le temps de vous poser la question de ok, ça c'est ce qu'on fait, mais où est l'excellence? Où est la bienveillance? Où est la créativité? En fonction des mots, c'est des mots qui reviennent souvent, créativité, bienveillance. Ok, les gens, on a tous les mêmes valeurs, vraiment. Donc, comment je mets la créativité dans ce process? Comment je mets, et à ce moment-là, tu peux donc justement te dire, ok, tu sais quoi? Vu comment on travaille, une de nos valeurs, ça va être l'agilité. Parce que je me rends compte qu'on est quand même agile, on est quand même. Et donc, c'est un exercice qui va de pair, donc, avec aussi les valeurs de l'entreprise. Quelles sont les valeurs de mon business et comment ça se transcrit dans la manière de travailler? Parce que c'est quand tu es parvenu à faire cette transcription de tes valeurs dans ton business que les clients le ressentent. C'est toi qui fais ces trainings-là ou bien tu as des gens qui s'en occupent parce que ça demande beaucoup d'énergie et de temps? J'ai fait beaucoup de training en interne. Hein. En interne, oui. Oui, beaucoup de training. Les gens doivent faire des formations, mais j'en fais beaucoup à l'intérieur. Avec tes propres équipes, quoi. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux être très bon dans une chose ou plutôt moyennement bon dans plusieurs choses? Dans quel cadre? Par exemple, dans ton cas, toi. Dans le business? Oui. Non, je pense qu'il faut être... Parce que tu fais beaucoup de choses en même temps. Ouais. On pourrait dire, mais il se disperse ce garçon, alors que visiblement tu sais où tu vas et tu sais pourquoi tu fais telle ou telle chose. Ou je me trompe? Non, je ne suis absolument pas dispersé du tout. Je pense que les gens... Déjà, il faut comprendre 2-3 choses. La première, c'est l'environnement dans lequel on évolue. On est en Afrique. Et en Afrique, la plupart du temps, les gens font plusieurs choses. Et c'est une bonne chose? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Je veux dire, parce que parfois, et ça c'est ce que beaucoup de gens oublient aussi, c'est que parfois certains business sont cycliques. C'est-à-dire que tu vas gagner de l'argent là-dedans pendant 3 ans. Mais après, ce sera saturé. Faut que tu ailles ailleurs. Ok. Faut que tu fasses autre chose. Il n'y a pas de business là où, c'est pas dans tous les business où tu peux gagner de l'argent tout le temps pendant 30 ans. Non. Ok. Et même quand tu es dans un business pendant 30 ans, tu vas voir que dans les 30 ans, tu t'es beaucoup adapté. Ouais, bien sûr. Parce que le marché a évolué. Parce qu'avant, peut-être que quand on se mariait, on avait besoin d'un appartement, peut-être, je sais pas moi, en plus, au Sénégal, il y a la polygamie, 2-3 maisons, peut-être la nouvelle génération est moins polygame. Donc, ce genre de besoins vont être moins présents. Donc, tu vas évoluer. Tu vas évoluer parce que tu vas te rendre compte que le marché a des besoins différents, ainsi de suite. Donc, même dans l'immobilier, tu vas te retrouver à, peut-être qu'avant, les gens voulaient de très grands appartements, maintenant, ils veulent des tout petits. Donc, tu vas devoir évoluer. Bien sûr, oui, il faut s'adapter, il faut pivoter. Il faut pivoter. Mais donc, toi, dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop l'idée de construire. Puisque pour toi, c'est OK d'être dans un business pendant 3 ans et puis après de changer. Est-ce qu'il y a cette idée de construire quelque chose? Moi, j'ai 2 domaines de prédilection dans lesquels je me vois sur du très long terme. L'immobilier et l'industrie. Et de la formation, parce que j'estime que la formation est transverse. Ces 3 secteurs-là, je pense que je les ferai toute ma vie. D'accord. Le reste, je le fais parfois par opportunisme. Par exemple, je fais de la location de voiture en Côte d'Ivoire. Je ne me vois pas dans la location de voiture dans 10 ans. Ok. Dans 15 ans, c'est pas du tout une activité que je vais développer. Non, pas du tout. Par contre, je pars du principe que je vis là. J'ai vu une niche dans un secteur. Ça me permet de combler mes fins de mois. Je le fais. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, depuis le début, en fait, toi, tu as une âme de businessman. Il y a l'entrepreneur qui lui veut construire, mais il y a aussi le businessman. Et Moi, je fais du business, oui. Ouais. Je fais du business et je l'assume complètement. Ah non, je fais du business. Maintenant, après, c'est toujours des choses où on peut pivoter. Peut-être que quand je serai à fond dans l'industrie, je vais avoir une âme d'entrepreneur, je veux absolument résoudre tel truc. Non, mais aujourd'hui, très clairement, je pars du principe que, et c'est ce que la plupart du temps les gens veulent. Les gens ne sont pas passionnés par un domaine ou par un problème. Les gens veulent, généralement, c'est pour ça que je dis qu'il faut pas négliger, les gens veulent améliorer leurs conditions de vie en gagnant plus d'argent. Très clairement. Si tu lui dis qu'il faut faire, et c'est un de mes collaborateurs qui me disait ça, c'est que tu crois que les gens ne sont pas particulièrement attachés à l'élevage de poulets. Si tu leur dis que ce qui donne de l'argent, c'est l'automobile, crois-moi,
ils vont se lancer dans l'automobile. Il y a des gens qui sont passionnés aussi par l'élevage de poulets. C'est-à-dire, il y a des... Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont dans ce domaine-là parce que c'est leur passion. L'agriculture, l'agrobusiness, tout ce que tu veux, l'aviculture. Et puis, il y en a qui le font parce qu'il y a de l'argent. Bien sûr. Mais je pense que la majorité des gens le font parce qu'il y a de l'argent. Et même ceux qui sont passionnés par l'agriculture, si ça ne rapporte pas, ils vont fermer. Tu vas pas rester dans, bah, bien sûr. Si ça ne te rapporte pas. Ou persévérer. Ou Mais persévérer oui. jusqu'à Après, ce que ça marche. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut juste que tu aies les moyens de ta politique. Que tu puisses être à perte pendant X nombre de temps. Si tu peux le faire, why not? Ok. Mais la plupart du temps, les boîtes ferment. Pourquoi? Pour la rentabilité. Parce que je suis là-dedans depuis un certain nombre de temps. J'ai des charges, mais j'ai pas les revenus qui suivent. Donc, fondamentalement. Mais là, je n'ai rien contre la passion, hein. Attention, je n'ai rien contre. Je dis juste que il faut être pragmatique et dans la vie, on a besoin d'argent. Donc, même si tu as une passion, trouve un levier qui te permet de pouvoir financer cette passion-là. Bien sûr. Va chercher de l'argent là où tu peux, pour alimenter ta passion. Si tu n'as pas d'argent, ça va s'éteindre. Tu parles aussi de travailler intelligemment. Oui. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que, c'est pas celui qui fait le plus d'efforts physiques. On n'est pas à l'époque de l'esclavage, là où le travail était essentiellement physique. Il faut être intelligent dans la manière de travailler et stratégique. Par exemple, si tu dis que tu veux être créateur de contenu, ce n'est pas forcément celui qui crée beaucoup de vidéos pour qui ça marche le mieux. Tu peux créer 2 vidéos par jour. Moi, je connais des gens comme ça, quand ils se sont lancés, c'est 2-3 vidéos par jour. Ça fait peut-être 2 ans, ils n'ont même pas 10 000 abonnés. Oui. Parce que pour eux, ils pensaient que c'était le nombre, c'était la force, c'était l'énergie que tu mets dedans. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de stratégies dans la manière de créer du contenu. Et quand on parle de travail intelligent, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas celui qui charbonne le plus qui gagne toujours à la fin. C'est celui qui prend le temps de se poser, de réfléchir, d'analyser et de voir où son effort va être le plus pertinent. Une fois que tu as identifié un peu le 20-80 de Pareto, une fois que tu as identifié où tu vas avoir le plus d'impact, là, tu peux mettre de l'énergie. Tu peux préciser la loi de Pareto? Oui, la loi de Pareto dit que, de manière globale, hein, elle dit que 80% des résultats sont obtenus par 20% de l'effort. Donc, en gros, proportionnellement, ce que ça veut simplement dire, c'est que quand tu prends un système, que ce soit une entreprise, prenons un exemple simple, quand tu prends une entreprise qui a, par exemple, un chiffre d'affaires de 1 milliard de francs CFA, eh bien, c'est 1 milliard de francs CFA d'après Pareto, 20% de tes clients te donnent 800 millions. Et le reste de tes clients, la centaine d'autres clients, tes clients, te donnent uniquement 20% de ton chiffre d'affaires. Donc, quand tu as identifié ça, tu as tout intérêt à mettre ton énergie auprès des 20% qui te donnent 80% de ton chiffre d'affaires. Comment ça s'est passé pour toi concrètement au début? J'aimerais que tu nous ramènes au début de Investir au pays. Quand tu as voulu lancer cette chaîne, est-ce que tu avais cette chaîne YouTube et puis sur les autres réseaux sociaux également? Est-ce que tu avais déjà cette vision du personal branding comme levier pour faire du business? Et puis tu venais d'où aussi? Parce que tu avais déjà eu une première expérience. Oui, ouais, effectivement. Moi, j'ai lancé une première chaîne en 2012. Manger, bouger, maigrir, qui a été un fiasco total. Elle est toujours en ligne, hein, les gens peuvent je aller l'ai cherché, vérifier. j'ai pas vu. C'est sûr, je pense qu'il y a une vidéo, une ou deux, donc tu vas pas voir beaucoup de vidéos dessus, mais j'ai une, elle est toujours là, je t'envoie le lien, si tu veux. Mais il y a une première chaîne que j'ai faite qui avait été un fiasco total, parce que j'avais pensé à l'époque qu'il suffit de créer du contenu, et ça a marché. Et pourquoi avoir choisi ce manger, bouger, maigrir, ce créneau-là? Parce que je voulais parce que je suis très intéressé, voilà, pour le qu'on parle de passion. C'est quelque chose qui me passionne, c'est-à-dire le bien manger, être en bonne santé, ainsi de suite.
je pense que c'est un sujet qui est, c'est l'une des grosses maladies de notre époque, le bien-être. On dépense beaucoup de notre énergie pour gagner de l'argent, au détriment de notre santé. Et une fois qu'on a cet argent, on le redépense pour essayer de retrouver la santé qu'on a perdue. Et aujourd'hui, on est très ignorant de choses élémentaires parfois pour se sentir mieux. Et donc, j'avais à cœur, et j'ai toujours à cœur d'ailleurs, c'est pour ça que de temps en temps je fais des incursions sur ma chaîne où je parle de sport et autres, mais j'ai toujours à cœur de parler de bien-être, de santé, de sport, ainsi de suite, d'alimentation. Et donc cette chaîne-là, comme le nom était très clair, manger, bouger, maigrir, ça avait pour but de ramener les gens un peu à prendre conscience de ça. Mais ça n'a pas marché du tout. Mais ça, c'était entièrement ma faute. J'ai pris conscience que j'avais pas bien fait les choses, donc je suis reparti me former. C'était quoi les erreurs? Déjà la définition de mon avatar, à qui je voulais parler. Qu'est-ce que je voulais résoudre concrètement comme problématique? Parce que je ne me rendais pas compte, mais la niche de la santé et du bien-être est hyper concurrentielle. Il y a 1 million de personnes dedans. J'étais beaucoup trop généraliste. D'accord. Et il faut assumer ça je ne savais pas à cette époque-là, mais il faut assumer de s'attaquer à une petite niche pour pouvoir résoudre un problème là-dedans, même s'il va y avoir des gens périphériques qui vont suivre, mais il faut s'attaquer à une niche bien précise. Donc, un certain nombre d'éléments comme ça que je n'avais pas pris de tout en compte, et je n'avais pas non plus évalué le coût en termes d'énergie à dépenser pour pouvoir faire vivre une chaîne. J'étais salarié, et je pensais qu'il suffisait d'avoir une caméra et de tourner, et je me suis rendu compte très rapidement que non, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, d'avoir du contenu de bonne qualité. Et après, bien évidemment, il y a plein d'autres de choses. Mais d'abord, le niveau de la stratégie, quand même. Je n'avais pas du tout une stratégie. J'étais juste parti du principe que tu prends une caméra, tu parles et ça va. Ce que beaucoup de gens font encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et donc, quand tu as lancé Investir au pays, à ce moment-là, tu t'es dit, OK, on va faire les choses autrement. Et totalement différemment. Quand j'ai lancé Investir au pays, je savais déjà où j'allais. Justement, parce que là, moi, j'étais préparé. Je savais que ce média-là allait être la rame de lancement d'une ou plusieurs entreprises, que au travers de ce média-là, j'allais pouvoir inciter la diaspora à rentrer investir en Afrique, que je créerais des programmes de formation et d'accompagnement pour pouvoir soutenir ma mission ou la partie de ma clientèle qui voudra aller un peu plus loin. Et donc j'avais vraiment défini les choses telles qu'elles allaient. Maintenant, je suis pas forcément arrivé jusqu'au dernier niveau de personal branding parce que bon, parfois j'entends les gens parler de moi, je me dis bon, moi j'avais pas pensé tout ça. Mais bon, c'est arrivé par la suite, effectivement, le personal branding, la perception que les gens ont de moi, ainsi de suite. Je ne peux pas poser toutes ces questions. J'étais vraiment focalisé sur le business. Comment je développe le business, au travers d'une audience, ainsi de suite. Parce que je me rendais compte que l'audience, c'est quelque chose de très puissant, qui est extrêmement négligé dans notre communauté. Et qui était, en tout cas, très négligé. Aujourd'hui, ça va. Les gens ont compris, les gens se lancent tout le temps parce que les gens comprennent le pouvoir de l'attention, captiver l'attention des gens. Aujourd'hui, c'est la guerre, hein. L'argent, c'est l'attention. Quand